bonsoir à vous qui nous rejoignez ce soir pour ce premier mardi des Bernardins de la saison. Bonsoir évidemment à vous, téléspectateurs de KTO, mais aussi aux personnes présentes ce soir dans la salle pour cette soirée débat au Collège des Bernardins, bien sûr. Alors, avant d'approfondir le sujet proposé aujourd'hui à nos invités, eh bien, je me tourne tout de suite vers Vincent Aucante. Il est directeur culturel des Bernardins. Alors, Vincent Aucante, un bilan pour cette saison passée et puis des perspectives pour la deuxième saison à venir. Merci Catherine. Nous avons donc eu une trentaine de Mardis des Bernardins pendant cette première année. C'était pour nous une gageure de vous proposer 30 sujets extrêmement différents avec de nombreux intervenants. Alors nous continuons bien sûr, nous continuons cette année avec deux nouveautés. La première nouveauté, c'est que nous aurons deux commentateurs qui nous accompagneront tout au long de l'année. Vous, Catherine, ce soir, et puis la semaine prochaine, Christian de Cacrès. Vous le découvrirez la semaine prochaine. Donc avec ces commentateurs, nous allons également avoir une autre nouveauté, une nouvelle série de Mardi des Bernardins consacrée aux religions. Nous aurons des sujets sur les minorités chrétiennes, des sujets sur l'islam, le bouddhisme, et ceci donc à partir de janvier. Alors Vincent Aucante, entrons tout de suite dans le vif du sujet pour cette soirée. Ce soir, la thématique est une question posée à nos invités. Les adolescents et les jeux vidéo, des loisirs sans danger, point d'interrogation. Nous allons tenter d'y répondre ensemble. Alors, pour justement apporter des réponses et des réponses d'experts durant ces quelques minutes, je vous présente nos trois invités. Alors, il s'agit de Docteur Claire Carrier. Docteur Carrier, vous êtes psychiatre, psychanalyste et médecin du sport. Vous êtes connu pour vos travaux sur l'adolescent champion. Et à partir de votre travail sur la prévention du dopage, vous vous intéressez aux addictions au sens large. Vous êtes actuellement médecin directeur du centre Henri Vallon à Dieppe et vous exercez également en cabinet libéral dans cette même ville depuis peu de temps. Voilà, depuis 15 jours. Frère Jean-Clément Guèze, vous êtes dominicain et vous vivez dans le diocèse de Poitiers, plus précisément dans la paroisse de Notre-Dame-la-Grande. Vous vous intéressez au comportement qui touche le monde numérique dans son ensemble, le monde des adolescents, des adultes. Nous en parlerons tout à l'heure. Enfin, troisième invité, Stanislas. Vous êtes responsable, Stanislas, de la création de jeux vidéo dans une très grande société de jeux par téléchargement sur téléphone portable, iPhone, PlayStation et autres. Et dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez, eh bien, vous supervisez l'ensemble des jeux produits, de leur conception à leur réalisation. Enfin, Vincent Aucante, vous interviendrez durant cette soirée à nos côtés en tant qu'expert sur ce dossier. Et si vous vous êtes penché sur ce sujet, eh bien, c'est à partir d'un constat partagé par de nombreuses familles, cette passion parfois dévorante pour les jeux vidéo. Alors oui, c'est le point de départ, effectivement. De nombreux parents se posent la question de l'attitude à avoir vis-à-vis des jeux vidéo que pratiquent les enfants et surtout les adolescents. Alors, est-ce qu'il faut démonter l'ordinateur, la Wii Est-ce qu'il faut laisser faire en se disant que ça passera, comme les boutons d'acné ou bien est-ce qu'il y a des dangers, est-ce qu'il n'y en a pas? Quelle différence entre un jeu dans lequel, comme un jeu de rôle, par exemple, on a des cartes, où on est complètement absorbé, et puis certains jeux vidéo, et puis d'ailleurs, il y a jeux vidéo et jeux vidéo, et je voudrais tout de suite dire ce dont on ne parlera pas ce soir. Voilà, vous avez en ce moment sur les écrans Ultimate Game, il y avait eu à Valognes il y a quelques années ces films de fiction où les réalisateurs projettent la peur que causent les jeux où la réalité virtuelle violente se confond avec le réel. Donc sur ce type de jeu, je pense qu'il n'y a pas énormément de débat. Il y en a beaucoup plus sur des jeux beaucoup plus simples, beaucoup plus amusants, beaucoup plus ludiques que nous pouvons faire d'ailleurs. Je ne parle pas des petits jeux qu'on peut avoir comme le démineur qui ont des années et des années, mais il y a beaucoup de jeux très amusants. Et jusqu'où va ce plaisir, jusqu'où va cet amusement? C'est ça la question. La réalité n'est pas blanche ou noire, elle est grise. Et c'est pour ça que j'ai invité ces trois personnalités qui nous apportent trois perspectives très différentes. Alors, en préparant cette émission, Vincent Aucante, on s'est tout de suite dit qu'il fallait qu'on commence par la base, finalement, de ce que sont ces jeux, leur conception, leur élaboration. Et on va se tourner tout naturellement vers Stanislas, qui est le spécialiste, justement, de la conception des jeux vidéo.
Voilà, bonsoir. Donc, si vous voulez que je vous raconte en quelques phrases comment on produit un jeu vidéo, bah écoutez, c'est très simple. Hein, c'est pas très différent de comment on fait un film, sauf qu'évidemment, on prend le spectateur pour quelque chose d'autre, on le prend pour un joueur, un acteur. Donc concrètement, on part, disons, la toute première étape d'un jeu vidéo. Ça part d'une idée, d'une opportunité, d'une anticipation en fait. On se dit, voilà, dans 18 mois, ce jeu-là, je pense qu'il peut avoir un succès commercial. Et à partir de là, va s'enclencher toute une série de processus qui peuvent aboutir ou ne pas aboutir. Le tout premier, on fait ce qu'on appelle un pitch. Alors un pitch, exactement comme pour le cinéma, c'est-à-dire on résume en quelques phrases de quoi il va s'agir. Alors par exemple, non, je ne vais pas citer de jeu, il faut que je fasse attention à ça, je crois, non ? Bon. En tout cas, pas celui-là. Donc bon, on part d'une idée très simple, on la décrit très simplement, avec des mots pour que tout le monde comprenne. On fait un petit dessin, 2-3 illustrations, et à partir de là, on essaie de s'imaginer un petit peu tout ce qui va se passer dedans. Ensuite, évidemment, on va le développer, on va commencer à réfléchir à tous les aspects. Alors la particularité du jeu vidéo, c'est que c'est une synthèse entre beaucoup d'autres médias. Il va pas dans un film, on va s'intéresser au scénario, à la structure narrative, au rythme, aux images, à la direction artistique, à la direction de la photographie, au jeu des acteurs, hein, etc. Ben, dans un jeu vidéo, ça va être la même chose, et sauf qu'en plus, il y a quelque chose qu'on appelle tout simplement le gameplay, qui est comment on va se jouer le jeu. Et ce gameplay, c'est un terme un petit peu fourre-tout où on peut mettre tout et n'importe quoi dedans. Mais concrètement, ça va définir les contrôles, la position de la caméra, le type d'interaction qu'on va pouvoir avoir avec le décor, les personnages. Ça recoupe aussi le rythme du jeu. Quelle est la durée d'une session, comment sont placées dans le jeu les récompenses. Ça va aussi définir comment est-ce qu'on va faire des courbes de difficulté, etc. Bon, tout ça, c'est un petit peu compliqué, c'est pas forcément hyper intéressant pour vous ce soir. Mais je pense que le message qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est exactement comme on fait un film mélangé avec comment est-ce qu'on fait un jeu. Voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce que ça veut dire que les futurs usagers sont plus vus comme des consommateurs que comme des utilisateurs ? Alors, comment on conçoit ça quand vous parlez d'utilisateurs, en fait, vous me faites tout de suite penser en fait tout simplement à l'accessibilité, c'est-à-dire c'est pas un consommateur dans le sens où il a une expérience linéaire et peu importe sa relation avec le jeu. Non, enfin le joueur étant l'acteur du jeu. Évidemment, cette notion d'utilisation, elle va être définie par les interfaces de contrôle que le joueur va avoir dans le jeu, et puis par l'accessibilité. Comment est-ce que tout est conduit vers le joueur, quel genre de feedback et quel genre de réponse on donne à chacune de ces actions, comment est-ce qu'on lui explique ce qui se passe, et comment on s'adapte à lui, comment on fait varier la difficulté en fonction de ses capacités, et comment on fait en sorte que justement le joueur ce soit l'événement central du jeu. Il y a toute la question également, frère Guest, des ressorts psychologiques utilisés dans la conception d'un jeu. Vous dites, vous, que finalement les concepteurs sont de très fins connaisseurs de la psychologie humaine. J'ai eu l'occasion d'approcher l'un ou l'autre écrivain, puisqu'on peut parler quand même d'un certain travail d'écriture pour ces jeux vidéo. Et ce qui est vrai, c'est qu'on est assez vite fasciné par l'analyse qui a été faite, j'allais dire quasiment seconde après seconde, de la manière dont la personne va se comporter à l'intérieur du jeu. Et c'est paradoxal parce qu'à la fois, on va avoir pour le joueur une impression de liberté, parce qu'il va dire qu'il va choisir telle ou telle chose, de franchir tel saut ou d'aller briser telle vitre. Mais en fait, les choses ont été pensées au préalable pour lui. Et vraiment, tous les éléments qui sont mis en place le sont au moment juste. Et rien n'est le fruit du hasard. Donc on est vraiment dans des créations qui sont très très développées, avec un raffinement, j'allais dire, dont on n'a pas nécessairement idée quand on est devant les jeux eux-mêmes, et où on a l'impression justement d'une linéarité, d'une fluidité, alors qu'en fait, vraiment, on est dans du pas à pas millimétré. Et c'est vrai que là, il y a une dimension qui peut, d'un point de vue moral, faire peur, parce qu'on a un développement de la connaissance de la psychologie,
qui est, j'allais dire, à la limite, entre guillemets, de la manipulation. C'est peut-être un peu fort comme expression. Donc, c'est vrai que la question se pose assez rapidement, quand on a l'occasion de parler avec les uns et les autres, de poser la responsabilité morale lorsque l'on écrit un jeu. Alors, tant dans dans les univers qu'on mobilise d'un point de vue esthétique, tout l'univers de la fantasy, etc., mais aussi donc des points de vue du déroulement et de la liberté que l'on laisse à la personne lorsque elle entre dans ce jeu. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est une découverte pour moi, et je pense dont on a peu la mesure lorsque on voit ces produits présentés de manière très avenante, évidemment. Voilà. Alors, en même temps, je crois qu'il y a aussi de la part des personnes qui écrivent ces jeux une vraie volonté, d'un certain côté aussi, de bien faire. Et je pense qu'on aurait trop vite fait de critiquer et de mettre ces gens, de les vouer aux gémonies, alors qu'en fait, eux-mêmes apprennent au fur et à mesure qu'ils font, puisque c'est une industrie qui est neuve, c'est une industrie qui propose des produits qui évoluent sans cesse. Et je pense qu'il y a vraiment un rôle de compagnonnage qu'on peut avoir auprès d'eux, dans cette aide à l'écriture, et poser aussi le fait qu'il y a un être humain qui est en face de ces jeux, de ces productions, et qu'il faut pouvoir aussi lui laisser sa liberté. Alors ça, je crois que ça fera l'objet d'une autre partie, mais je pense qu'il est peut-être temps de donner la parole au docteur Carrier. Le jeu est nécessaire au développement de l'être humain, docteur Carrier, mais et le jeu vidéo est-il... Je voudrais tout de suite reprendre votre analyse psychologique, parce qu'elle est tout à fait juste. Elle renforce ce que nous, en psychologie du sport, on organise autour de la psychologie expérimentale. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, etc., ça renforce tout cet aspect des choses où on contrôle le mental, ce qui est une des activités de la psyché, mais on ne peut pas réduire l'être humain à simplement sa vitesse de fonctionnement ou ses compétences mentales. Et c'est ça le gros danger. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça vient du Canada, parce que le Canada a été les premiers à développer les systèmes experts, en particulier pour les sportifs de haut niveau. Il y a des systèmes experts pour sélectionner les gardiens en foot, par exemple. Et en fait, on donne aux entraîneurs des trucs à cocher, et en fait, on fait passer 15 gamins, et on voit, en fonction des critères presque biométriques, etc., pour voir s'il va être bon en foot en tant que gardien, etc. Donc, à l'INSEP, où j'ai travaillé pendant 15 ans, c'est vrai que les partenaires qui travaillaient avec les systèmes experts de sélection travaillaient beaucoup sur la robotique humanoïde, et d'ailleurs la France est le premier pays à gagner des compétitions en robotique humanoïde. Et c'est vrai que tous les systèmes de robots pour entraîner les pilotes de chasse, pour entraîner les sportifs, pour entraîner pour entraîner le service des tennisman, etc. Tout ça, c'est basé sur l'entraînement de l'acuité visuomotrice, c'est-à-dire ce que la personne ressent sur sa rétine de l'image qu'elle doit réaliser, et sa capacité à déclencher le geste dans la réalisation motrice de ce qu'elle doit réaliser et de ce qu'elle doit faire. Et donc, en fait, par rapport aux jeux vidéo, c'est vrai que c'est un excellent entraînement d'acuité visuomotrice. Le seul problème, c'est qu'effectivement, cette activité est prévue, je dis pas prévu par le concepteur du jeu en question. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un processus binaire total, action-réaction, qui n'a aucune marge de manœuvre, ou une marge de manœuvre très très faible, et c'est réduire le fonctionnement humain à deux espaces, c'est-à-dire physique et psychique, qui sont typiquement dans l'espace de l'incarnation avec un petit i, et c'est vrai que ce qui manque, c'est l'espace du spirituel, c'est-à-dire la ternarité, qui permet de sortir de ce binôme, de ce binaire, qui est une espèce de fascination. Et c'est vrai que, par exemple, la psychologie clinique, la psychanalyse, etc., permet d'apporter cet espace-là. Mais c'est vrai aussi qu'on peut l'utiliser à l'intérieur des jeux vidéo. Et je crois que c'est la place, effectivement, de tous ceux qui veulent réfléchir en termes d'éducation. Les jeux vidéo basés sur ce que vous venez de décrire, en fait, c'est qu'une petite fraction des jeux vidéo qui existent. Il existe toutes sortes de jeux, des jeux de stratégie, des jeux de réflexion, des jeux où l'importance de l'empathie est primordiale. En pédopsychiatrie, justement, ils ont fait des tests sur des enfants qui étaient très renfermés. Ils leur ont fait un jeu qui s'appelait ICO. ICO, je vous explique en 2 secondes le pitch.
du jeu. C'est un garçon qui est enfermé, qui est sacrifié par ses pairs dans un temple parce qu'il est différent des autres. Et dans ce temple, en fait, il arrive à s'enfuir. Et il rencontre sur sa route une jeune fille qui est toute pâle et qui a pas l'air très bien portante, en fait. Et ce petit garçon décide de sauver cette petite fille plutôt que sa propre personne, et va donc essayer de sortir du temple en emmenant cette petite fille avec lui. Et tout le jeu, en fait, tout le succès du jeu, c'est-à-dire vous pouvez pas gagner ce jeu-là si vous sauvez pas la petite fille. Et c'est extrêmement bien réalisé, on la tient par la main, on l'emmène, et toutes les puzzles, les énigmes et les challenges à surmonter sont basés sur cette interaction avec cette petite fille et son importance, en fait, pour l'enfant. Et là, si vous voulez, le jeu, il fait pas appel à des réflexes, c'est pas juste, il y a pas... C'est pas, il y a une champignon, il faut que j'appuie sur saut pour sauter. C'est beaucoup plus complexe que ça, c'est quand même très proche d'autres... Et donc, en fait, effectivement, ce type de jeu utilise le support qui est effectivement de donner une réaction métrique pour introduire la relation du soin, qui est effectivement la relation de la découverte de l'autre. Alors, même si l'autre est un image, etc., ça donne tout à fait l'illustration de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est un support merveilleux, mais c'est vrai qu'il faut avoir une réserve par rapport à l'utilisation et toujours réintroduire la dynamique de la relation entre les personnes à l'intérieur d'images qui ne sont pas des personnes, qui sont des images, des icônes. Vincent Ocamte, vous souhaitiez intervenir. Oui, en entendant Claire Carrier, je me suis souvenu de ma première vie lorsque je travaillais sur les simulateurs de vol. Et effectivement, la réaction visiomotrice dont on vous parliez est là pour mettre un automatisme, mais qui décharge l'attention. Et d'une certaine manière, je pense que s'il y a réaction visiomotrice, elle est là aussi pour nous permettre de nous concentrer sur autre chose. Alors peut-être que certains jeux peuvent fonctionner comme ça. Et en vous entendant parler tous les deux, je me suis dit qu'il y avait différents types de joueurs. Il n'y avait pas seulement différents types de jeux vidéo, mais il y avait aussi différents types de joueurs. Peut-être que je ne sais pas si l'un d'entre vous Stanislas, peut-être En tout cas, oui. Vite fait pour en reparler il y a plusieurs types de jeux aussi. Il faut quand même considérer que maintenant, la variété du monde du jeu vidéo est colossale. Hein. On a tous, il y a beaucoup d'images d'Épinal qui circulent sur. Ça va en faire rire certains, mais sur des jeunes dans des caves qui jouent à des jeux ultra violents. Tout le monde se rappelle de Doom, mais Doom, c'était il y a quand même un certain nombre d'années. Et depuis, l'industrie a quand même dépassé l'industrie de la musique et l'industrie du cinéma. Donc il a fallu quand même offrir une variété, si vous voulez, de jeux pour que tout le monde y trouve son compte. Et des gens de tous les âges, et pas seulement des enfants, des adolescents. Et donc quand je parle de variété, c'est vraiment une variété incroyable. On en reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a tout de même ces deux catégories toujours présentes, évidemment, que vous appelez les hardcore et justement par gamers. Par cette diversification en fait, du type de jeu, où on est passé de je sais pas, on va dire une quinzaine de types de jeux à maintenant. Il y a toutes sortes de simulations. Eh bien, on a fait évoluer le marché et maintenant il y a avant ce qu'on appelait traditionnellement les hardcore gamers, c'est-à-dire des gens qui jouent énormément à toutes sortes de jeux, qui sont des joueurs extrêmement passionnés et qui adorent le jeu vidéo et qui placent le jeu vidéo de manière très importante dans leur vie. Il y a également les casual gamers, donc c'est des gens qui, casual en anglais ça veut dire désinvolte, donc c'est des gens qui jouent de manière désinvolte, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont réellement désinvoltes, ça veut juste dire que ils ont des sessions de jeu qui sont plus courtes, ils s'intéressent à toutes sortes de types de jeux, et quand ils vont jouer à un jeu, de toute façon c'est des jeux qui sont faits pour eux et qui présentent des formats qui sont spécifiques à eux, c'est-à-dire avec des petites sessions de 10-15 minutes par jour maximum, et le jeu c'est souvent des rythmes, hein, c'est pas des longues histoires de 40 heures comme ça peut être le cas pour les hardcore gamers, et ça c'est une énorme tendance. Mais docteur Carrier, le danger ne repose-t-il pas justement sur le moment où on peut basculer de cet état de joueur occasionnel, on est alors dans le plaisir, vers un état de joueur accro, et là on tombe dans l'idée de besoin, non ? Oui, tout à fait. On bascule. Tout à fait. C'est vrai que ces jeux sont encore une fois, sont un théâtre extraordinaire de relations, etc. Mais je crois qu'il faut garder est-ce qu'on peut dire l'ordre naturel de l'humain qui est en face de cet outil, de cet instrument, de cette machine, de cette stimulation, et toujours
rester le maître de son jeu vidéo. C'est-à-dire que un des critères, et c'est vrai pour toute activité corporelle, psychique, etc., un des critères, c'est quand la personne est capable de faire autre chose, de sourire, etc., de se détendre. Donc à ce moment-là, la personne utilise le jeu, utilise n'importe quel support pour grandir à elle-même, pour découvrir, pour être un vecteur de communication avec les autres, etc. Mais quand on les voit crispés sur leurs instruments, quand ils sont obligés de s'exclure du groupe social dans lequel ils sont, quand, etc., ça leur sert de deuxième identité. À ce moment-là, c'est vrai que cet objet les a remplis et remplace leur personne. Et à ce moment-là, on est dans un espace où finalement, ils sont joueurs avant d'être eux-mêmes. Et c'est que... Stanislas, peut-être. De quel groupe social vous parlez quand ils s'exclusent d'un groupe social, mais de quel groupe social il s'agit? La famille, etc. Enfin, ils ont, alors justement, ça c'est peut-être un des mots de la génération, c'est que les parents accompagnent peut-être pas les enfants dans leurs jeux vidéo, mais ça sachant que maintenant un pourcentage de la population est incroyable aux jeux vidéo, les parents de la génération d'après, eux, sont peut-être déjà plus impliqués là-dedans. Donc déjà, ils auront plus cette coupure-là. Ensuite, il faut savoir quand même que le jeu vidéo, celui qui rend vraiment accro tel qu'il est défini par les médias, c'est très souvent des jeux multijoueurs et c'est la composante sociale du jeu multijoueur pendant la nuit. Les adolescents, ils font des réseaux pendant la nuit. Pas pendant la nuit, ils jouent. C'est beaucoup pendant pas la des zombies nuit. quand même. Ils jouent à toutes sortes d'heures. Évidemment, après, si les parents les contrôlent pas et que ils laissent jouer jusqu'à 4h du matin, ce sera un souci pour eux, ça c'est sûr. Oui. Mais ces gens-là, en fait, souvent j'ai vu des études où on disait que les enfants qui jouaient trop aux jeux vidéo étaient pas assez extravertis. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel était le critère d'extraversion défini par les gens qui ont fait l'étude. Donc il fallait que la personne parle à 4 personnes différentes par jour qu'elle connaissait pas et que dans la rue et que etc. Je veux dire, il faut voir que ces jeunes-là qui jouent à des jeux multijoueurs, ils font partie de guildes, ils s'entraident sur des forums, ils ont des tonnes et des tonnes d'amis. Si on calculait l'extraversion sur... relations. Mais c'est aussi de des contact, amis qui se de contact, rencontrent. c'est pas forcément des Mais amis. qu'est-ce qui définit qu'un ami qu'on a sur Internet, c'est moins bien qu'un ami qu'on a en vrai? Frère Gage, est-ce que vous souhaitez intervenir? Un ami sur Internet, c'est moins bien qu'un ami. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est-à-dire que vous parlez que la proximité, c'est-à-dire que la proximité physique avec quelqu'un, c'est-à-dire faire vibrer de l'air devant soi, c'est une technologie qui est extrêmement supérieure à envoyer des messages électroniques à des gens qui sont à 4000 km de chez soi. Ah ben non, mais ça c'est... Enfin, excusez-moi, là je suis... Sur cet aspect du relationnel, justement. Non, mais les jeunes d'aujourd'hui, effectivement, moi, je suis pédopsychiatre et je suis psychanalyste d'adolescents depuis quand même plus de 20 ans. Je constate effectivement que il y a de plus en plus la pensée adolescente est une pensée de plus en plus autarcique. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de mal, et on voit ça au premier amour, etc. Ils ont énormément de mal à être en relation avec quelqu'un en chair et en os, à se toucher, etc. Moi, je joue depuis 30 ans. J'ai appris à lire sur un Amstrad CPC 464. Ça, c'est parfait, et j'ai toujours joué à des jeux vidéo et j'ai jamais eu de problème de relation dans ma vie. Vous êtes très bien, il n'y a pas de Frère problème. Gaz, vous rencontrez des jeunes qui différents utilisent... éléments qui se rencontrent. Bon, le point de départ, c'est la question des adolescents et des jeux. Donc, c'est se focaliser sur une tranche d'âge avec une phase de développement de la personne par rapport à la nécessité du groupe, d'une certaine identité, l'opposition éventuelle à des parents, etc., ou à un modèle social établi. Ça, c'est un très petit aspect du monde des jeux aujourd'hui. Et si on regarde un certain nombre de chiffres, on s'aperçoit que l'âge moyen des joueurs augmente tous les ans d'1 an. C'est-à-dire que nous ne sommes pas devant une population, par exemple, qui jouerait uniquement sur une partie de sa jeunesse, etc., et arrêterait ensuite. Nous sommes sur des générations, pas encore la mienne, mais ceux nés dans les années 80 beaucoup plus, qui ont joué assez tôt donc avec des jeux et qui ensuite continuent à jouer avec d'autres jeux. Donc les scénarios évoluent, etc., etc. Et c'est vrai que pour ce qui est du sujet qui nous rassemble ce soir, il y a cette phase critique où le jeu vidéo peut être instrumentalisé comme
lieu d'opposition par rapport aux parents et comme lieu plus ou moins réel de la construction du groupe de copains. Hein. Et ce qui était sans doute vrai il y a encore quelques années en termes de coupure des personnes en tant qu'elles jouent et en tant qu'il y a une forme d'addiction, a beaucoup évolué ces derniers temps puisque le relationnel se développe à l'intérieur même des jeux et ceux qui ont développé ces jeux ont conscience que les gens ont besoin de s'entraider entre eux pour aller plus loin dans le jeu, etc. Donc il y a une sorte d'ouverture, peut-être factice, j'en conviens, mais il y a une ouverture et un dialogue et des échanges d'une densité dont on a peu idée à l'intérieur ou sur ce sujet-là. Et finalement, quand on compare avec des jeunes qui bricolent un cyclo au fond d'un garage ou qui vont être des passionnés de planche ou de tout autre sport, si vous voulez, on retrouve quand même les mêmes ressorts qui sont à l'œuvre. Et ensuite, la question, c'est est-ce qu'on en sort ou pas et dans quel temps et comment ? Maintenant, quand on prend le point de vue aussi des parents, qui est quelque chose qui nous tient, je pense, à cœur, quand moi je rencontre un certain nombre de familles, eh bien, on voit que la crainte des parents, le souci des parents d'aujourd'hui face à leurs adolescents ou aux plus jeunes, c'est d'offrir ce qui est bon à leur enfant, souci d'éducation bien compréhensible. Et donc, il y a une crainte vis-à-vis de ce support du jeu vidéo, vis-à-vis d'une nocivité, et la crainte de voir finalement l'enfant disparaître, entre guillemets, de la famille. Et basculer dans cette addiction. Voilà. Donc là, je crois que c'est beaucoup d'images qui sont peut-être trop fortes, hein, et que les jeux, dans leur configuration actuelle, sont peut-être moins addictifs qu'il y a quelques années. Hein. Et en tout cas, ils apportent aussi des solutions pour en sortir, je pense. Maintenant, reste cette question très forte pour les parents. Interrogation personnelle, angoisse aussi, cette idée que finalement on va être des cobayes et que nos enfants vont être des cobayes sur lesquels on va tester telle ou telle chose et nous ne voulons pas ça pour eux, ce qui est bien légitime. Hein. Donc vigilance bien sûr, mais pour peut-être regagner plus largement notre sujet, vigilance bien en deçà de l'âge de l'adolescence, parce que nous vivons aujourd'hui dans une société qui est aujourd'hui à 50% électronique dans nos activités. Et donc, il faut apprendre à contrôler la machine. Finalement, la question n'est pas tellement les jeux vidéo, c'est l'interaction homme-machine. Mais les parents contrôlent-ils justement ce rapport à la machine ? Ils sont eux-mêmes des utilisateurs. Donc, ils doivent se transformer en éducateurs. Mais c'est difficile aussi. Alors, c'est là où on est à la frontière, je pense, de plusieurs générations. Il y a des générations de parents qui, aujourd'hui, ont des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes, et les parents n'ont pas joué aux jeux vidéo, et les adolescents et les jeunes, oui. Et donc, si vous voulez, autant quelqu'un qui rentre d'un match de foot, un parent peut dire « alors comment s'est passée ta partie de foot ?» Eh bien, il y a un dialogue qui s'instaure. Ensuite, si les parents n'ont jamais joué aux jeux vidéo, lorsque l'enfant sort de sa chambre ou qu'il revient d'une partie, qu'est-ce qui s'est passé ? Quel était ce monde dans lequel tu es allé, etc. Il n'y a pas de discussion possible parce que les parents ne connaissent pas. Et puis, il y a une génération de parents qui monte, plus jeunes, qui est joueuse, pas c'est nécessairement addict, mais qui joue et qui connaît l'univers et qui est capable du coup de maîtriser un certain nombre de codes que les enfants maîtrisent aussi. Et du coup, une forme de relation, en tout cas, il y a une communication qui peut s'établir plus facilement. Là, je pense que... Je pense qu'il y a quelque chose là que vous dites qui est tout à fait juste, c'est-à-dire que de toute façon, n'importe quel parent a peur pour son enfant de l'espace de l'inconnu, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit de faire du kart, que ce soit de partir à l'étranger en vélo, etc. Enfin bref. Donc, je pense que sur tous les systèmes parentaux, parents-enfants, qui sont dans une solidité relationnelle, etc., on a le droit de dire je sais pas, je comprends pas, explique-moi. Et puis bon bah là c'est ton jardin secret, tu fais ça, etc. Je veux dire, je parle pas du tout des structures où finalement le dialogue existe entre les générations. Et au contraire, on a envie de connaître la différence de l'autre, quel que soit son âge. Donc si la différence de l'autre passe par la connaissance des jeux vidéo, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, là tout va bien. Là, je veux dire, bon. Mais par contre, je pense qu'il faudrait s'interroger en quoi le jeu vidéo est particulièrement vécu comme quelque chose de dangereux. Je crois que là, il y a quelque chose de tout à fait spécifique aux jeux vidéo, à l'écran numérique, par rapport à n'importe quelle autre prise de risque. Et je pense que c'est lié au fait que cette stimulation
est directement, d'un point de vue rapide, neuroanatomique, directement véhiculée et transmise au cerveau via la rétine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'interface de la pensée. Et que, automatiquement, ça déclenche une réaction neurologique, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. La pensée vient se mettre après. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de son jeu vidéo. On ne peut pas le narrer. On peut bien pas. sûr qu'on peut narrer son jeu vidéo. Non, mais on ne peut pas faire de la philosophie sur le jeu vidéo. On peut faire toutes sortes de choses sur les jeux vidéo. La preuve, on est en train d'en parler. Enfin, je veux dire... Par exemple, Non, mais dans de philosophie. Dans quel moment la narration Par exemple, le pitch, par exemple. Un exemple de pitch. Le pitch dont on a parlé tout à l'heure, par exemple, sur Ico, du petit garçon qui sauve la petite fille. Celui que je vous ai raconté tout à l'heure, vous en voulez un autre de pitch? Non, mais je sais pas. Je parle de ça. Bon, je sais pas. À ce moment-là, mais là, vous pouvez en parler à quelqu'un d'autre. Vous pouvez transmettre ça. Oui, bien sûr, oui. Bon, Stanislas à ce moment-là, a une approche d'un objet de divertissement. Je pense que Stanislas, pour vous, le jeu vidéo, c'est un objet de divertissement au même titre qu'un film. Oui, et puis, enfin, en fait... Non, ce que je veux dire par là, j'ai travaillé sur le Grand Bleu. Hein. Le Grand Bleu, à ce moment-là, j'étais médecin de plongée sous-marine et on a vu après le Grand Bleu toute une génération d'adolescents qui ont joué au dauphin et qui ont eu des syncopes en faisant des apnées en piscine. Et on s'est demandé, mais pourquoi, bon sang? Voilà. Et tous ces adolescents fragiles étaient dans un mimétisme à cause de la fascination et par la musique, parce que j'ai beaucoup travaillé aussi sur la musique et sur l'image du Grand Bleu. Et en fait, c'est cette espèce de fascination qui a fait croire que l'homme était équivalent à un cétacé, etc. Donc voilà. Mais donc c'est ça. Là, on est dans le cadre de la vidéo, c'est-à-dire on est dans le cadre d'images qui sont photoréalistes avec des gens qui sont des vrais acteurs. Dans le jeu vidéo, il y a quand même une transcription symbolique, par exemple. Beaucoup d'enfants ont lu Astérix et très peu se sont habillés comme Obélix. Du fait que ce soit pas des véritables acteurs en face, les gens se rendent bien compte quand même que c'est une œuvre de fiction, c'est pas la réalité un jeu vidéo. Donc peut-être qu'ils essaient pas de reproduire ce qui se passe dans le jeu vidéo. Concrètement aujourd'hui, il y a 950 millions d'appareils sur lesquels les gens peuvent jouer, que ce soit des consoles, des téléphones. Je veux dire, voilà, vous vous rendez compte un peu la proportion qu'il y a dans la population. Et il y a très très peu d'enfants qui reproduisent ce qui se passe dans les jeux vidéo. Donc ça veut dire qu'ils sont capables quand même de faire une distinction entre la réalité et la fiction qu'ils voient dans un... Alors ça, vous voyez pas les enfants qui reproduisent. Moi, je suis désolée. Il y en a certainement, il y a des cas, je dis pas le contraire. Par contre, vous vous rendez compte que sur 950 millions de foyers qui jouent à un jeu vidéo, bon, il y a quand même très très peu de cas dans les médias relatés d'enfants qui ont reproduit la même chose que ce qu'ils ont vu dans les jeux vidéo. Il ne s'agit pas de reproduire la même chose, puisque évidemment c'est des trucs de fiction, mais il s'agit d'avoir la même excitation centrale. Et c'est ce qu'on appelle l'hyperactivité, et c'est une symptomatologie qui est née à peu près avec les jeux vidéo. Et l'hyperactivité de l'enfant, je vous assure que ça fait couler de l'encre en ce moment. Et c'est ce qu'on trouve, l'hyperactivité, ce sont des enfants, moi je fais de la pédopsie, et les enfants de 6 ans, ils sont hyperactifs, et on retrouve toujours dans leur... Tous les enfants de 6 ans, ou tous les enfants de 6 ans qui viennent vous consulter, parce que c'est quand même... Non, mais je dis pas, encore une fois, je ne généralise pas. Je donne les limites. La question est la limite. La question, en fait, pour moi, c'est l'entraînement du cerveau à une vitesse qui est supranormale. C'est-à-dire que dans les jeux vidéo, parce que un gamin de 6 ans, il peut être entraîné à tourner à 300 à l'heure dans sa tête avec des pixels qui lui envoient des lumières qu'il n'est pas capable de supporter pendant 5 minutes par jour. Il n'y a aucun problème. Au contraire, ça le stimule, etc. Avec ça, il sera un virtuose du piano parce qu'il va avoir une hyperactivité centrale et qui va lui faire déclencher sa vitesse pianistique. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est comme ça qu'on élève d'ailleurs les petits virtuoses en piano. C'est comme ça qu'on fait. Je veux dire, bon. Mais on peut pas entraîner un cerveau de 6 ans à une vitesse supranormale pendant 2 heures par jour. Ce n'est pas possible. Ça déclenche un lâcher de ballon et à ce moment-là, il est hyperactif constamment. On va peut-être laisser la parole aux frères Gaz. Justement, là, on retombe dans des questions d'éducation et aussi questions morales. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une très grande mode aujourd'hui de l'éveil des enfants et des tout-petits que l'on soumet dès quelques mois à des programmes de stimulation pour être certain que l'enfant sera plus tard vraiment à peu près conforme à tous les désirs et aux merveilles que sont ses parents. Voilà. Et justement, là se pose la question d'une responsabilité par rapport à un moyen et
que parfois on applique ou on va le proposer à des enfants alors qu'il n'est pas fait pour eux, et en les hyper sollicitant, alors que ce n'est pas encore ce moment-là. Tous les jeux qui sont designés pour les petits-enfants sont faits avec des éducateurs, avec des spécialistes justement de l'enfance, avec des pédiatres. Il n'y a pas un jeu qui est sorti pour les tout-petits qui n'a pas été fait avec l'aval d'un pédopsychiatre. Le fait est qu'il y a même, vous savez, des systèmes de rating, de notation en France qui permet d'aider les parents à choisir le bon jeu en fonction de l'âge de leur enfant. Alors, les jeux dont vous parlez qui ont une hyperstimulation visuelle, alors par exemple un jeu de course qui irait très très vite, etc., ça c'est évident que ce n'est pas des jeux qui sont peut-être faits pour les tout-petits. Il faut aussi, tout comme un livre... Enfin, je veux dire, le jeu vidéo, c'est juste un média comme un autre. Hein. Après, dans un média, il y a toutes sortes, ça peut prendre toutes sortes de formes. Et l'idée, c'est un enfant, on lui fait lire Oui, fait du cerf-volant, on lui fait pas lire le Marquis de Sade. Il faut trouver, il faut connaître le média, et il faut accompagner l'enfant en étant parent, de savoir qu'est-ce qui est bon pour lui, qu'est-ce qui est pas bon pour lui, et lui trouver les bons jeux pour lui aussi. Absolument. Il faut pas. Enfin, c'est évident aussi que si on, enfin, vous avez compris le point de vue, c'est qu'il faut stimuler les gens avec les choses qui correspondent et pas se tromper là-dessus. C'est ça, donc c'est vraiment un problème d'éducation. Encore une fois, moi je suis pour les jeux vidéo, mais à bon escient, je veux dire adapté. Au contraire, c'est un média extraordinaire, et puis c'est vrai que c'est rigolo, quoi. Vincent Comte. Oui, on touche là la question des dangers et des vertus des jeux vidéo. Peut-être juste un point de vue philosophique, il ne faut pas se tromper sur la cause ou les causes et les effets. L'hyperactivité, aussi bien que le renfermement de certains enfants, qui peut être constaté, voire dérivé dans des cas pathologiques, c'est propre à l'ensemble de notre société. C'est pas causé par le jeu vidéo. Et c'est comme un des paramètres. Voilà, c'est vrai qu'on le retrouve plus facilement. Tous les enfants jouent aux jeux vidéo. Maintenant, c'est vrai que on a souvent tendance à dire tiens, c'est de la faute du jeu vidéo. Non, moi, je voudrais revenir sur la substance du jeu. Parce que le jeu est quand même nécessaire, et je voudrais revenir aussi donc de la substance du jeu vers les adolescents. Hein, donc je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que les enfants ont besoin de jouer. Un enfant qui jouerait pas, qui joue pas est malade. Il est malade, il peut pas se développer. Tous les enfants ont besoin du jeu pour grandir. À travers le jeu passe l'éducation, la transmission dans le rapport avec ses parents. Alors peut-être qu'une des conclusions de la table ronde, ça sera non pas qu'il faut pas que les enfants jouent, mais plutôt il faut que les adultes jouent, que les parents jouent pour comprendre leurs enfants. Mais ce qui est certain, c'est que les adultes n'ont pas le même rapport au jeu, mais plus dans un rapport de gratuité, de plaisir, que ce soit les jeux vidéo ou d'autres jeux. Les ados, c'est entre les deux. Et alors je voudrais vous entendre sur ce entre les deux. Les ados sont en train de sortir de leur vie d'enfance, donc ils aiment bien continuer à répéter, à faire les mêmes choses, on le voit dans les musiques qu'ils affectionnent, mais aussi ils commencent à toucher à la notion de plaisir que peuvent vivre les adultes. Donc comment est-ce qu'on peut positionner le rapport des adolescents par rapport aux jeux, et plus particulièrement aux jeux vidéo tels qu'on l'a abordé jusqu'à présent? Je ne sais pas qui... Frère Guez. Je vais partir, mais je crois que de ce point de vue-là, on a une évolution dans l'offre des produits. Et là, on est obligé de citer le nom du réseau social à la mode, donc de Facebook, qui, sans être un jeu, mais propose éventuellement des jeux, voilà, et où on voit effectivement se reconstituer l'idée du groupe d'amis, avec des échanges d'informations, la convivialité, etc., etc. Et j'allais dire, du coup, on voit bien que c'est cette dimension-là qui est quand même assez novatrice, qui aujourd'hui, me semble-t-il, prend le dessus par rapport à d'autres formes de jeux qui peut-être peuvent être assimilées à quelque chose de, entre guillemets, plus enfantin. Hein, alors, je ne sais pas, à recadrer entre nous, c'est un petit peu l'impression que j'ai. Et puis, eh bien, ensuite, le fait que le jeu se développe, et notamment les consoles maintenant qu'on a, permettent à plusieurs personnes étant dans la même pièce de jouer ensemble, ce qui n'existait pas de la même manière il y a encore 5 ans ou 6 ans. Là, on a vraiment aussi une évolution des jeux, c'est-à-dire que le jeu est vraiment quelque chose qui est
entre guillemets sociale pour le groupe d'amis, avec des scénarios qui varient vraiment quasi à l'infini et qui essayent de coller, j'allais dire, à cette tranche d'âge. Donc on voit bien qu'on a des produits qui s'affinent. Donc n'imaginons pas nécessairement des jeux ultra-violents, etc., mais imaginons aussi des jeux... qui existent dans notre réflexion, imaginons ces jeux qui sont des jeux beaucoup plus doux, qui parfois parodient des jeux de foot, des jeux d'équipe, etc., et qui entrent dans la catégorie des produits qui sont utilisés à cet âge-là. Il faut du discernement quand même pour les trouver. Enfin, pas tant que c'est ça. les meilleures ventes maintenant. C'est-à-dire, je ne sais pas exactement à quel jeu vous pensiez, mais je veux dire, aujourd'hui, on a toute une gamme. Ce qui marche le plus dans le monde du jeu vidéo, par exemple sur les consoles portables de Nintendo, c'est des jeux aspirationnels où concrètement, c'est une panoplie. C'est-à-dire, par exemple, je vais faire de la cuisine. C'est un jeu où il faut faire de la cuisine. Donc, c'est pas une notion de réflexe ou de synchronisation. J'ai des recettes à préparer, je les fais plus ou moins bien à mon goût et je les sers à des gens, ils sont contents ou pas contents. Ou je vais faire du cheval, mais évidemment, il y a l'aspect sportif de la compétition, mais c'est surtout je vais peigner mon cheval, etc. Bon, ça, c'est pas les jeux qui marchent le plus auprès des adolescents, mais c'est toute une gamme de jeux, justement, dont la vocation est tout simplement, je sais pas, c'est l'expérience d'un métier qu'on n'a pas quand on est petit. Et dans cette idée d'accès au jeu, est-ce qu'il n'y a pas l'idée d'accès de l'autonomie par l'adolescent également ? Alors, oui, il y a beaucoup de choses dans ce qui vient d'être dit. Enfin, je sais pas si je vais... je crois déjà que ce qui est très important quand vous signalez les jeux un petit peu comme ça, ciblés sur la cuisine, l'équitation ou autre, c'est qu'il s'agit quand même de vivre par procuration, quoi. Je veux dire, un des plaisirs de la cuisine, c'est de goûter, c'est de partager, c'est le plaisir d'offrir un repas, d'inviter, préparer une table, etc. Et tout ce côté relationnel, convivial, gustatif, est complètement gommé au profit de l'illusion de goûter si c'est salé ou pas salé, etc. Donc, il n'y a que 3 repas par jour et donc il n'y a que 3 occasions dans la journée de préparer un repas. Et avec le jeu vidéo de Je fais de la cuisine, les enfants peuvent le faire 16, 20, 30 fois par jour s'ils le veulent. Donc c'est aussi une manière de s'entraîner à faire un repas qui soit convivial et où il y a une idée de relation. Oui, mais n'empêche que l'application pratique, vous en faites des boulimiques s'ils font effectivement ça. Je veux dire, bon. Ouais, ils font pas 16 repas par jour, mais ils peuvent s'entraîner à plusieurs reprises. Ils peuvent s'entraîner, oui, mais enfin bon, moi je sais pas, j'ai une fille, je la vois pas imaginer 16 repas alors qu'elle en fera aucun. Je sais pas comment. Enfin. Si on a envie de s'entraîner comme ça, c'est bien. Je veux dire, mais c'est pas comme ça qu'on prépare les concours de cuisine. En tout cas, bon, c'est pour. Là, vous défendez tout à fait votre axe, mais je pense que, en tout cas, par rapport à ça, je voudrais évoquer l'idée de vivre par procuration. Et je crois que ça déresponsabilise complètement. C'est-à-dire qu'on peut tout se permettre, c'est complètement illimité. On peut se permettre de tuer, on peut se permettre d'enfreindre la loi, on peut se permettre de rentrer, etc. Il n'y a plus aucune limite dans le jeu vidéo. À partir de ce moment-là, tout est imaginable. On est hors limite. Oui, mais là, vous parlez que des jeux ultra-violents. C'est-à-dire, vous parlez d'une toute petite catégorie de jeux, comme les films d'horreur. Mais même préparer la cuisine, 16 repas par jour, c'est pas possible. Je veux dire, bon, on peut pas le faire, on pourrait pas le manger en tant que... Jouer à préparer des repas. Jouer à préparer. Mais dans la réalité, comme des enfants s'amusent à faire la dinette sans nécessairement préparer des repas. Heureusement d'ailleurs qu'on mange pas tous les graviers. Non, mais je veux dire qu'un enfant qui joue à la dinette ou qui joue à papa et à la maman, il joue en général en inventant, etc. Il joue dans le temps de la respiration de l'enfant, de ses petits copains, etc. Donc en fait, il joue dans un temps humain. Là, ce que je veux dire dans cette vie par procuration, c'est que on joue dans l'illusion, on se fait plaisir, on est dans un autre monde et on est déconnecté de la réalité ambiante, ne serait-ce que quelle est la différence par rapport à un jeu normal quand je vois par exemple un petit garçon qui joue avec des soldats ou des chevaliers, il y a la moitié des chevaliers qui sont massacrés par voilà, donc ça fait partie de son jeu, je veux dire par là, il vit aussi par procuration. On n'est plus dans un jeu structurant. Quelle est la différence? Je voudrais vous pousser jusqu'à la spécificité du jeu vidéo par rapport à d'autres jeux où les enfants... La spécificité, c'est l'implication corporelle globale.
C'est-à-dire que quand un gamin joue avec ses soldats, il est à 4 pattes par terre, etc. Il y a les petits soldats qui sont beaucoup plus petits que lui. Donc, en fait, il y a un rapport manifeste de jouet. C'est-à-dire que c'est un objet qui n'a rien à voir avec sa réalité humaine incarnée, qui sent, etc. Il y a le contact avec l'objet. Si c'est du fer, c'est froid, etc. Et c'est autre chose d'avoir un contact cutané que d'avoir un contact visuel. Ils ont une manette aussi, je veux dire. Oui, mais vous touchez pas les personnages. Oui, mais on les entend. Bah, les soldats, on les entend, mais c'est d'autres sens. C'est d'autres règles du jeu. L'interaction sociale, on a une interaction sociale. Ce que je veux dire, une seule fois. Ce que je veux dire par là, oui, mais on est là en chair et en os et on discute en réalité et en 3D. Je sais pas si vous avez remarqué la dernière injure, la dernière remarque des ados en ce moment, c'est t'as pas vu la Vierge Marie en 3D pour dire t'es complètement à l'ouest. Et c'est ça qu'ils disent maintenant dans les cours de récré. T'as pas vu la Vierge Marie en 3D? Voilà, c'est ça leur remarque. Moi non plus. C'est-à-dire, voilà. Mais ça veut dire aussi que la notion d'apparition, ça veut dire que ça rentre dans le fantasme de la vie magique, de la vie imaginaire, de la vie, etc. Et ça perd sa notion de symbole, ça perd sa notion de symbole, de signe. Voilà. Donc c'est ça que je veux dire. C'est un appauvrissement de l'univers psychique. Mais alors vous êtes quid des jeux à grande réalité virtuelle avec des casques ou des lunettes, ou alors là c'est le joueur doit faire bouger toutes les parties de son corps dans un espace complètement. Là on est dans autre chose, parce que si tout son corps bouge, il est vraiment impliqué dans le jeu, même si c'est quelque chose qui n'existe pas. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que on décrit aussi dans l'obésité de l'enfant et de l'adolescent, des enfants qui font du sport par procuration, etc. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui vont jamais au sport et qui vibrent au spectacle sportif, mais qui ne bougent pas. Alors moi, je voulais quand même répondre par rapport à la nécessité adolescente de revivre un petit peu la petite enfance et pour pouvoir s'ouvrir à la maturité adulte. Et donc, si vous voulez, je crois vraiment que c'est une période de transition psychologique. L'adolescence est un terme de psychologie, ça n'a rien à voir avec le développement corporel qui est le développement pubertaire. Bon, en général, ça coïncide, puisque voilà. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est que la question du désir et la question du besoin se posent, mais quotidiennement à l'adolescence. Et en général, au début de l'adolescence, le besoin pulsionnel développé par le développement sexuel, etc., vient affoler le désir qui n'arrive pas à grandir, quoi, parce que c'est trop difficile de désirer, quoi. Donc en fait, si le jeu vidéo permet de favoriser le désir, c'est-à-dire la curiosité, c'est-à-dire la créativité, c'est-à-dire la recomposition des informations pour aller là où on a envie d'aller. À ce moment-là, bingo, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais si l'intention du jeu vidéo est d'emmener le joueur vers un but qui est prévu et qui ne correspond pas forcément au désir du joueur, vous allez éteindre cet éveil du désir à l'adolescence. Et c'est là que ça vient grave. On arrive au terme de ce débat. Et je voulais, pour terminer, voir avec le frère Guez, justement, si au fond, une réflexion plus large sur l'univers du tout numérique, qui touche à la fois les adolescents, mais aussi les adultes, ne doit pas être menée à la fois par les citoyens, mais aussi par l'Église. L'Église a sa place dans cette réflexion. Tout à fait. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs, nos téléspectateurs à relire le texte que Benoît XVI a écrit pour la Journée des communications sociales en janvier 2009, qui est un texte écrit et adressé directement aux jeunes qui jouent et qui fréquentent les réseaux sociaux, etc., et qui les invite à se rendre présents à ces lieux-là pour parler du Christ. Donc je crois que, j'allais dire, il y a dans les mots du Saint-Père vraiment une invitation, et il parle même de bénédiction, enfin d'occasion extraordinaire d'être présent, de partir à la rencontre de personnes et de pouvoir leur porter le message du Christ. Notre émission est retransmise, elle sera disponible sur Internet, etc. Donc j'allais dire, il y a déjà tout un certain nombre de bascules qui sont faites de ce point de vue-là.
Maintenant, on peut se poser la question du côté numérique de notre vie. Aujourd'hui, en 2009-2010, à peu près la moitié de notre existence va faire qu'on est en interaction avec des machines. Vous achetez un ticket de métro, c'est une machine qui vous le vend, ce n'est plus la personne au guichet qui, elle, n'est là pour que des informations. Pareil pour un billet de train, etc., etc. Donc, notre vie aujourd'hui est à 50% à peu près en dépendance, en interaction avec des ordinateurs. Et on va aller encore vers une intégration plus puissante. Certaines banques aux États-Unis projettent que d'ici 5 ans, la moitié de leurs paiements se feront par le biais des téléphones portables. Donc la carte disparaît. Donc le geste même de payer disparaît. Vous allez dans un certain nombre de magasins aujourd'hui, vous achetez, vous avez un vendeur, et puis il vous prend votre carte directement devant le rayon dans lequel vous êtes, et il vous dit merci ensuite, et il vous donne un ticket en passant qu'il va récupérer sous une table. Donc on va vers de plus en plus d'immédiateté dans notre vie quotidienne, et le jeu n'est qu'un élément de tout cela. Et après, on peut extrapoler dans le domaine notamment de la politique. Qu'est-ce que c'est qu'écrire un jeu vidéo pour des dizaines de millions de personnes, en connaissant et en devinant ce dont elles ont besoin à échéance de 18 mois ou de 24 mois? Et qu'est-ce que c'est qu'écrire un programme politique pour des dizaines de millions de personnes, dont on va essayer de percevoir avec des sondages ce dont elles ont besoin pour une échéance de 24 mois ou de 3 ans ou de 4 ans? Donc là, ça fait tout de suite des grands sujets sérieux, mais on est vraiment avec cette question, j'allais dire, du numérique et de la connaissance de l'être humain que développent ces jeux. Voilà, on est devant des portes et des interrogations très fortes qui incitent à une éducation, j'allais dire, bienveillante, je crois, vis-à-vis de ces technologies, comme le souverain pontife nous y invite, parce que c'est un espace, mais qui nous incite aussi, en tant que chrétiens, à être créatifs. Et moi, je rêve de jeux, effectivement, dont nous pourrions écrire les scénarios en les confiant ensuite à des bons développeurs, mais qui nous permettraient d'entendre des bonnes paraboles. Nous allons rester sur ce rêve, avant de prolonger peut-être chez nous en lisant la réflexion. Je présente tout de même, nous avons le temps, l'ouvrage du docteur Carrier, Le champion, sa vie, sa mort, qui est sorti en 2002. Un grand merci à nos invités, à vous trois, docteur Carrier, frère Guèze, Stanislas. Et puis, la semaine prochaine, le 22 septembre, plus précisément, vous retrouverez Christian de Cacré et ses invités pour un nouveau mardi des Bernardins. La soirée débat aura pour thème l'installation comme œuvre d'art.